tout à fait remarquable que la France, effectivement, devait autrefois aller voir ailleurs, en Allemagne, en Suisse, dans les pays du Nord, pour prendre des exemples d'éco-construction, d'économie de l'environnement, d'utilisation des nouvelles énergies. Et le progrès a été tellement grand depuis quelques années, grâce beaucoup à des instillateurs d'idées, et des associations d'ailleurs souvent, mais aussi aux collectivités locales et aux entreprises. Le progrès a été tellement grand que on peut aller à côté, quoi. Et on peut aller même chez soi pour voir ce qui est réalisé. Rien que cela, c'est très encourageant et ça rend très optimiste en ce qui concerne à la fois l'éco-construction et l'environnement. Émeraude Habitation, c'est un office public de l'habitat rattaché à Saint-Malo Agglomération. Nous avons 5500 logements répartis sur les communes du pays de Saint-Malo et principalement sur Saint-Malo Agglomération. Notre président est M. René Coineau, député maire de Saint-Malo, et notre vice-président, M. Lurton. Afin d'établir sa politique de réhabilitation sur l'ensemble de son parc, Émeraude Habitation a d'abord lancé un diagnostic énergétique sur les logements afin d'obtenir une cartographie plus précise des logements et établir les priorités qui ont été introduites dans un plan d'entretien pluriannuel. Sur le quartier de la Découverte, les problématiques étaient un petit peu différentes puisque nous nous situons dans un projet de rénovation urbaine financé par l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, et porté par la ville de Saint-Malo. Donc le programme ANRU de Saint-Malo comporte l'ensemble des thématiques traitées par l'ANRU. D'abord la démolition, 217 logements sociaux seront démolis, la reconstitution de l'offre, 1 pour 1, 217 logements seront reconstruits, les chantiers sont en cours ou livrés sur l'ensemble des quartiers de la ville. Les programmes de réhabilitation, des programmes de résidentialisation et enfin des programmes d'aménagement public, traitement de giratoires, désenclavement du quartier et aménagement paysager. Nous nous trouvons actuellement place du Coguillot, qui est assez emblématique du projet ANRU puisqu'on y retrouve l'ensemble des thématiques qui sont traitées dans le cadre du projet. Tout d'abord des aménagements publics, important puisque la place qui était avant un simple parking en gravillonné va être transformée en parc paysager avec des promenades, passages piétons, etc. qui permettront de connecter ce nouvel espace vert aux espaces verts existants et donc de créer une grande promenade à l'échelle du quartier. Des travaux de construction neuve, reconstitution de l'offre. Nous construisons actuellement sur cette place 14 maisons individuelles avec garage et jardin privatif. Ces logements participent au relogement, bien évidemment. Pour la moitié d'entre elles, elles auront un loyer minoré de 10%. Ces 14 maisons sont en THPE, très haute performance énergétique. Le chauffage est assuré par une chaudière gaz à condensation. La ventilation a été traitée avec soin et l'isolation est renforcée. Dès la conception, une attention toute particulière a été portée sur l'orientation des logements en favorisant les façades sud. Ainsi, les garages ont été accolés aux façades lorsque les logements sont en façade nord et décollés des logements lorsqu'ils sont en façade sud. Le programme de réhabilitation, 32 logements, l'immeuble situé rue de l'Arabie. Donc ce programme comporte 2 parties. Une première partie énergétique avec l'amélioration de l'isolation de l'immeuble, avec l'isolation des 2 pignons en isolation par l'extérieur, le renforcement de la ventilation avec la mise en place d'une ventilation naturelle renforcée, la mise en place de menuiseries extérieures en double vitrage, à faible émissivité, un aspect esthétique et confort avec un traitement de façade, le remplacement des garde-corps et un aspect résidentialisation, donc la création de jardins privatifs pour les 8 logements du rez-de-chaussée. Pour cela, les baies ont été remplacées par des portes-fenêtres donnant sur des terrasses bois qui elles-mêmes donnent sur un jardin privatif au logement. Dans ce cadre-là, 640 logements sur les 1500 que porte la ZUS de Saint-Malo, la zone urbaine sensible, seront réhabilités et résidentialisés. Bioconstruction, c'est une société anonyme HLM bretonne qui intervient en Bretagne historique, c'est-à-dire Bretagne et Pays de Loire. Le parc de logement d'Aiguillon est constitué à 90% de logements collectifs,
ce qui a des incidences sur notre plan stratégique de patrimoine qui prend en considération des éléments de confort, d'attractivité du patrimoine, mais aussi la performance énergétique des bâtiments et l'accessibilité. Cela nous a conduit les 2 dernières années à rénover plus de 1000 logements par an sur le plan énergétique et à envisager cette année la sortie de plus de 150 logements des classes E, F, G. Donc un exemple, à Rennes, on a pu réhabiliter 128 logements l'année dernière dans 2 ensembles immobiliers, 2 tours de 15 logements dans le sud de Rennes, un quartier très marqué par l'habitat social, où l'on a pu entreprendre des travaux d'isolation par l'extérieur, de changement des loggias, de remplacement des fenêtres, amélioration de la ventilation. Donc voilà, des travaux assez complets et aussi sur le plan des économies d'eau qui ont conduit à économiser 45 kWh par mètre carré par an sur ce bâtiment. Il est donc passé de D à C, ce qui a coûté un peu moins de 10 000 € par logement, soit une opération globale d'environ 1 300 000 €. Pour le locataire, ça représente 20 € d'économie par mois sur le plan énergétique et 4 € en ce qui concerne l'individualisation du comptage d'eau. Sachant que ces économies sont partagées au niveau de leur financement entre le bailleur et ses partenaires et le locataire qui se voit appliquer une 3e ligne de facturation de 10 €, un tout petit peu moins de 10 € sur quelques années de façon à financer ses travaux. L'espace info-énergie est ouvert au public depuis mai 2011. Il est financé par l'État, l'ADEME et la région et est porté par le pays de Saint-Malo. Les particuliers qui viennent à l'espace info-énergie viennent pour des conseils sur leurs projets de construction ou de rénovation de l'habitat, donc isolation, ventilation, système de chauffage, aussi disposition des pièces, comment construire une maison la plus économe. Ils viennent aussi poser des questions sur les énergies renouvelables, les différentes sources d'énergie, les énergies alternatives, sur les matériaux écologiques, mais aussi pour des questions d'installation de systèmes solaires, éoliens, et toutes les questions qui se rapportent à leur consommation énergétique, comprendre ces consommations, comment les réduire. Ils viennent aussi pour demander quelles aides financières ils peuvent avoir pour leurs travaux. C'est vraiment un travail de conseil auprès des particuliers pour travailler avec eux sur leurs projets. Donc c'est trouver avec eux la meilleure solution qui peut leur convenir pour consommer moins et vivre mieux. Le rôle de l'espace info-énergie n'est pas de se substituer au bureau d'études ou au diagnostiqueur, c'est pour ça qu'il n'y a pas de visite sur les chantiers pour les projets des particuliers. Par contre, des événements ponctuels sont réalisés au cours de l'année pour proposer aux particuliers de voir des chantiers où des solutions intéressantes ont été mises en place pour avoir un retour concret sur les solutions qui leur sont proposées. En marge des activités de conseil, l'espace info-énergie est également présent sur des événements ponctuels tels que salons, forums et assises de l'éco-construction. On amène donc cette maison au niveau BBC rénovation, donc aux alentours de 88 kW. Pour pouvoir atteindre ces objectifs, en fait, on réalise, disons, un cocon, disons, tout autour de la maison avec des isolants qui vont parfaire la performance. Donc, ce qui est utilisé, parce qu'on est en cours de chantier, au niveau des murs extérieurs, nous sommes donc en fibre de bois et laine de bois. Donc il y a 10 cm de fibre de bois plus 10 cm de laine de bois au niveau des murs. Pour les combles en isolation par l'extérieur, on envisage de mettre de la ouate de cellulose et disons une petite épaisseur de fibre de bois. Concernant les huisseries, elles ont toutes été changées, donc c'est du double vitrage vraiment simple. Donc, mais au niveau effectivement des calculs, nous passons effectivement ce niveau de performance avec ces niveaux d'épaisseur. En supplément sur cette maison, pour atteindre le niveau de performance, il y a un poêle bouilleur qui va être installé, donc qui va pouvoir disons faire un apport calorifique d'hiver. Au niveau d'un ballon. Il y a une serre solaire, ce qu'on appelle serre solaire, qui va être insérée disons, au milieu de la partie sud et qui va faire du stockage thermique. C'est-à-dire que sur la dalle béton, on va avoir directement le soleil qui va donner.
Donc la commune de Saint-Jean a engagé la rénovation sur la cantine municipale du fait de son état qui se dégradait fortement. C'était une construction qui datait de 1987. Alors, je dirais que la commune a profité de cette opération de rénovation pour ne pas traiter uniquement les problèmes d'infiltration. Nous en avons profité pour reprendre l'ensemble des dysfonctionnements, essayer de régler tous les désagréments que présentait l'ancien bâtiment, notamment en termes d'acoustique, en termes d'isolation, en termes d'allergie que présentaient les moquettes murales. Alors le bâtiment, on ne pouvait pas le changer puisqu'il était déjà implanté, donc l'orientation, je dirais, n'a pas bougé. On a surtout, je dirais, retravaillé l'ensemble des façades, c'est-à-dire que à la fois pour des questions de confort d'été, on a diminué, je dirais, les ouvertures en façade, puisque les menuiseries dans le bâtiment existant, je dirais, faisaient pratiquement la ceinture de la totalité des volumes, et donc sans protection solaire particulière. Donc nous, on est déjà à la fois pour limiter ces impacts, ces apports, je dirais, de calories, enfin pas de calories, mais ces apports de solaire supplémentaires, on a limité, je dirais, le nombre d'ouvertures. Donc retravailler les façades et aussi apporter en périphérie du bâtiment une ceinture créée par un auvent qui à la fois délimite une protection, je dirais, pour la pluie, pour les jeunes qui, avant d'arriver dans les sas d'entrée, et puis aussi des protections solaires avec des systèmes de clins et de pare-soleil, en fin de compte, qui a permis de limiter, qui permettra de limiter, je dirais, l'apport solaire, notamment d'été. Voilà. Donc, améliorer le confort, je dirais, des jeunes, même s'ils sont là pour une phase relativement courte d'une heure de temps. C'est vraiment l'une des priorités, je dirais, au même titre que le traitement acoustique de cet équipement-là, qui a guidé la maîtrise d'ouvrage et qui nous a guidés de ce fait. Donc en fait, ce que nous demande le maître d'ouvrage dans un chantier de rénovation, c'est d'améliorer son bâtiment en termes de performance énergétique. Donc on fait partie intégrante de l'équipe de maîtrise d'œuvre avec l'architecte, de manière à définir quels sont les bons matériaux, quels sont les bons coefficients thermiques de ces matériaux, et également quelles sont les solutions techniques en termes de matériel de chauffage, de ventilation, pour obtenir le meilleur gain possible sur la consommation d'un bâtiment existant qu'on va améliorer. Et donc on a cherché à améliorer les résistances thermiques de l'ensemble des parois, que sont les murs, les vitrages et les toitures. Et on a aussi inclus dans la rénovation un système de ventilation mécanique de manière à pouvoir maîtriser le renouvellement de l'air neuf dans le bâtiment. On a préféré une installation simple flux par rapport à l'utilisation faible du bâtiment, à savoir que les élèves arrivent à 11 h et repartent à 14 h. Donc l'investissement d'une installation double flux par rapport au temps de retour qu'on aurait pu avoir à cause de la faible utilisation du bâtiment a fait qu'on s'est orienté plutôt vers une installation de type simple flux qui est en plus beaucoup plus simple en termes de maintenance pour le maître d'ouvrage parce qu'on n'a pas de filtre, on a un moteur en moins, on n'a pas de batterie électrique ou batterie chaude à entretenir pour le maître d'ouvrage. Donc nous, le calcul qu'on a fait, on a fait un calcul de déperdition avant et après en les ramenant au mètre carré. On avait un bâtiment avec des déperditions d'à peu près 61 watts au mètre carré avant. Et là, avec les améliorations qu'on a apportées, on a un bâtiment à moins de 50 watts au mètre carré. Donc l'installation de confort des salles à manger ne fonctionne pas en permanence puisqu'elle est gérée par une horloge qui permet de faire fonctionner l'installation uniquement pendant les horaires d'occupation des salles à manger. Nous sommes ici dans les nouveaux locaux de l'école publique communale. Je suis entourée de Christine Robert, adjointe aux affaires scolaires, et Guy Letelier, qui pilote les services techniques. Alors en fait, donc, notre commune a connu depuis plusieurs années une augmentation d'effectifs scolaires et même ouverture d'une classe en 2007, ce qui était une chose fort appréciable. Cette ouverture de classe a provoqué l'arrivée d'un Algeco sur la cour de l'école, compte tenu que nous n'avions pas assez de classes matérielles pour abriter les enfants. Donc tout ça nous a amené à réfléchir sur l'extension de l'école. Le projet comportait donc deux grandes parties. Une première qui était la création d'un nouveau bâtiment,
plus destiné à du périscolaire et à des loisirs, mais toujours dans une recherche de mutualisation des locaux. Et le deuxième qui était donc de trouver solution pour intégrer la 3e salle de classe dans cet ancien bâtiment, avec une réhabilitation intégrant surtout les préoccupations énergétiques et de coller aux normes BBC en vigueur, de mutualiser au mieux l'espace du bâti existant, de ne pas faire du bâti superflu, supplémentaire. Ceci est la première tranche du projet de l'école, donc la réhabilitation de l'ancien bâtiment. Il restera à prévoir un nouveau bâtiment théoriquement qui permettra d'accueillir au mieux du périscolaire et des loisirs, qui sera mutualisé avec la cour de l'école, puisque notre gros souci bien sûr c'est la mutualisation et les dépenses, et une extension de la cour avec des jeux adaptés. Les calculs thermiques du bâtiment initial donnaient une consommation d'énergie primaire d'environ 119 kWh par mètre carré par an. On devait réduire de 40% la consommation pour atteindre un objectif BBC. Et dans nos calculs théoriques actuellement, on arrive à 57 kWh par mètre carré par an. Dans le cadre des économies d'énergie, quand on fait une réhabilitation d'un bâtiment, on essaye de réhabiliter la totalité de l'enveloppe. C'est-à-dire le principe que nous retenons le plus souvent possible, même tout le temps, c'est que toute l'énergie qui n'est pas consommée, c'est celle-là la moins chère. Donc on va faire une enveloppe thermiquement très performante. Donc les travaux de réhabilitation ont été les suivants. On a isolé le sol par un isolant avec un R de 2,35. Les murs qui bénéficiaient d'une bonne inertie thermique ont été isolés avec de la laine de verre de 3,15 en R, en résistance thermique. Les combles ont été isolés avec une laine de verre de 30 cm, donc ça fait un R de 7,5. Et on a également changé toutes les menuiseries en menuiserie aluminium, double vitrage, gaz argon, avec un UW moyen de 1,5. Là, compte tenu des besoins de chauffage qui sont maintenant très réduits, puisque on doit être aux environs de 25 kWh par mètre carré pour la partie élémentaire, une chaudière gaz condensation était ce qui nous paraissait le plus approprié au niveau investissement. Par contre, on a privilégié les plafonds rayonnants, c'est-à-dire que c'est un système d'eau chaude, c'est comme des radiateurs, mais au plafond. Donc c'est un grand avantage, c'est que ça libère l'espace au sol. Et contrairement à ce qu'on pense, parce qu'on dit mais la chaleur monte, donc la chaleur ne va pas arriver jusqu'au sol, là c'est du panneau rayonnant, donc il faut plutôt imaginer la chaleur solaire. Donc ça rayonne vraiment bien et c'est un grand confort pour les utilisateurs. Ils ont un autre avantage, c'est leur réactivité, c'est-à-dire si on a des apports solaires en hiver, ou si on a aussi les apports de calories par l'occupation de la classe, ces panneaux réagissent très vite pour se couper en fait. Donc avec les thermostats, les panneaux vont tout de suite réagir aux apports d'énergie extérieure. Les écoles de cette époque des années 50, 60, 70, même 80, très peu sont réellement ventilées. Donc on n'a pas de déperdition par la ventilation, mais nos enfants et nos enseignants vivent dans un air très vicié, ce qui n'est pas très confortable ni très bon pour la santé. Donc le but c'est de revenir à des normes correctes de ventilation. Les normes qu'on a c'est 20 m3 par personne. Donc c'est un renouvellement d'air vraiment important. Donc si vous effectuez ce renouvellement d'air sur une ventilation simple flux, c'est-à-dire on extrait l'air vicié qu'on rejette dehors et on fait rentrer de l'air neuf de l'extérieur, on va avoir une déperdition calorique très importante. Donc c'est pour ça que maintenant nous ne faisons plus que de la ventilation double flux, c'est-à-dire que l'air extrait, avant d'être rejeté à l'extérieur, va réchauffer l'air neuf. Et on va récupérer les calories et donc réinjecter de l'air qui sera préchauffé environ 17-18 degrés. Donc on n'aura plus que la différence à réchauffer.